Merci à vous, Monsieur Sadjé, de m'avoir invité et puis reçu chaleureusement et admise dans votre réunion d'équipe ce matin. C'était tout à fait intéressant et ça faisait écho à toutes sortes de choses que j'ai faites dans ma vie professionnelle, puisque je suis lilloise d'origine. J'ai fait toute ma carrière au départ de Lille, on va dire, et j'ai traîné mes guêtres dans plusieurs institutions, la sécurité sociale, la Cotorep, la CDES, les Créailles, et j'ai fini directrice d'un réseau de santé. J'avais aussi été médecin à la DAS, donc médecin inspecteur de santé publique, et au milieu de tout ça, j'ai passé mon diplôme de santé publique pour devenir spécialiste en santé publique et m'intéresser donc à tout ce qui concerne le handicap, mais aussi l'autour et alentour, et donc particulièrement, entre autres, cette question du secret professionnel et du partage d'informations qui nous agite, qui agite beaucoup de gens depuis beaucoup d'années et qui commence à trouver des solutions, et c'est bien agréable parce que voilà, on peut maintenant se dire qu'il y a des choses qui sont devenues possibles et qui sont meilleures pour les personnes elles-mêmes, et c'est ça le but de toute notre action, évidemment. Je vais d'abord vous faire un bref petit rappel de comment on conçoit le handicap actuellement en France, puisqu'il y a une définition légale du handicap. Alors je suppose que, étant dans des établissements médico-sociaux, vous connaissez déjà bien la question, mais le rappel va être bref. Donc. Alors, dans l'Antiquité, le handicap signifiait automatiquement l'exclusion. C'est-à-dire que les personnes handicapées, on les mettait avec les vieux, les pauvres, les fous, et hop, on enfermait tout ça, on leur donnait le clos, le couvert, ils n'avaient pas à se plaindre, et c'est tout. Et puis, petit à petit, est venue l'idée que peut-être, en particulier chez certains enfants, il y avait une éducabilité possible de ces personnes handicapées, tout handicap confondu. Et en particulier, bon, pour donner des exemples, Valentin Huy, Louis Braille se sont beaucoup intéressés aux aveugles et se sont dit, mais ils apprennent très bien la musique, peut-être qu'ils pourraient aussi apprendre d'autres choses. Et puis voilà, finalement, on s'est aperçu que, bah oui, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'est pas intelligent. Donc voilà, on a continué comme ça. Et puis, il y a eu tous les handicaps occasionnés par les guerres. De tout le temps, les hommes se sont fait la guerre. Et donc, on a eu des chirurgiens de guerre, comme Ambroise Paré, qui ont beaucoup donné pour réparer tous ces gens qui avaient donné une partie de leur corps à leur patrie. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été parmi les premiers indemnisés, puisque donner son corps à la patrie, ça voulait dire avoir la reconnaissance de la patrie, et qu'une reconnaissance, quelquefois en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est mieux qu'une reconnaissance par une acceptation en hospice. Chemin faisant, on s'est aperçu que les personnes handicapées, elles pouvaient probablement être prise en charge autrement et surtout intégrée peut-être à cette société et avoir un rôle aussi dans notre société. Et on a eu la première loi en France sur le handicap, une première loi générale relative aux personnes handicapées. C'est la loi du 30 juin 1975 qui était déjà une avancée absolument extraordinaire dont les associations sont en grande partie responsables, mais les associations qui ont rencontré aussi des gens très bien intentionnés et en plus suffisamment influents pour pouvoir faire des avancées législatives. Et donc cette loi disait « est handicapée toute personne reconnue comme telle par les commissions », puisqu'on a créé la CDES et la Cotorep. Alors comme définition, ça se pose là, mais c'était quand même déjà un progrès parce qu'on mélangeait tous les handicaps et on reconnaissait que de toute façon, la personne handicapée, il fallait faire quelque chose pour elle. Et puis petit à petit, on a continué à avancer. Alors ça a permis l'arrivée des CLIS, les classes d'intégration scolaire. C'était la grande période de l'intégration. Maintenant, si on dit intégration, là, on se fait taper sur les doigts, mais à cette époque-là, c'était le mot magique. Et intégration des travailleurs en entreprise avec des lois spécifiques qui obligent les employeurs à avoir un quota de personnes handicapées sous peine d'amende. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le quota de personnes handicapées, mais s'ils ne l'ont pas, ils payent. Et au XXIe siècle, donc en 2005 exactement, le 11 février 2005, on a fait une loi sur la citoyenneté et la participation des personnes handicapées. Et ce qui est donc
extraordinaire. D'abord, on ne dit plus les handicapés, on dit les personnes handicapées. Elles sont personnes avant d'être handicapées. Et ensuite, elles sont aussi citoyennes. Et il faut qu'elles participent à cette société. Et ça, c'est quand même une avancée très forte. Toutes les avancées se sont concrétisées par des colloques internationaux. Et on s'est dit, il y a une classification internationale des maladies qui a vu le jour à la fin du 19e siècle, vers les années 1880. Et pour le handicap, il n'y avait rien. Et on s'apercevait bien que marquer séquelles de quelque chose, ça ne suffisait pas à définir la personne handicapée. Donc, on a fait appel à M. Wood, un Britannique, en Europe en tout cas, qui a dit il y a 3 plans d'expérience pour pouvoir définir le handicap. Alors, je vous donne les mots anglais, c'est pas que je sois une angliciste distinguée, mais c'est que lui, il était anglais, donc il parlait anglais, et donc il a dit les mots en anglais, et nous, après, on les a traduits en français. Donc, la traduction est parfois pas toujours littérale. Donc, la première chose, c'était l'impairment. Et ça veut dire qu'il y a une notion de difficulté quelque part. Et nous, on a traduit par déficience, qui fait un peu manque. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'était ça que ça voulait dire. Et on pourrait dire que ça traduit une altération, soit de la structure de notre corps, il manque un bras, il manque une jambe, soit de la fonction. On n'a plus de fonction hépatique, par exemple. On a le foie qui ne marche plus. Ou on a une déficience intellectuelle. C'est aussi une altération de fonction. Mais ça ne suffit toujours pas à définir complètement ce que peut faire ou ne pas faire une personne. Et pour ça, il va falloir progresser et aller vers la disability, que nous avons traduit par incapacité, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire ou les choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, on traduit ça maintenant en limitation d'activité, c'est-à-dire que la personne elle rencontre des difficultés pour effectuer certaines activités que normalement tout être humain peut faire, marcher, parler, apprendre, etc. Et puis, ça ne suffit pas encore parce qu'on ne voit toujours pas la place de la personne. Donc, on a dit, voilà, on arrive là au handicap, qu'on a appelé, handicap c'était le mot anglais, et on a appelé désavantage en français. Et ça traduit une difficulté pour vivre, pour s'insérer en fait dans la société. Et donc la société, c'est comment on est dans sa famille, comment on peut accéder au travail ou à la formation, à la scolarisation pour les enfants, et comment on peut être dans les loisirs, et même comment on peut avoir une fonction élective. Et Philip Wood souhaitait aborder la vision du retentissement social, mais il a été peu entendu. Alors qu'au Canada, il y avait Fougerolas qui a beaucoup travaillé aussi sur le même sujet pendant la même période et qui lui a majoritairement tablé sur l'environnement en disant si on change l'environnement de la personne, elle sera moins handicapée. Et si on ne lui donne pas un environnement favorable, elle sera plus handicapée. Et puis, les Américains, en particulier les associations nord-américaines, ont dit oui, c'est charmant, hein, impairment, disability, handicap, ou en français, déficience, incapacité, désavantage. La vie est belle quand on est une personne handicapée. Vous allez trouver autre chose là, vous les scientifiques, ça ne va pas du tout. Et donc, on est passé à la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap. Et voilà, ça c'est la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap qui est toujours en vigueur actuellement. Alors, pour pouvoir parler de handicap, il faut qu'il y ait un problème de santé au départ. Un trouble d'une fonction ou d'une structure, ou bien une maladie diagnostiquée. Donc, un problème de santé. Qui, justement, atteint une fonction ou une structure, ou plusieurs, bien sûr, et qui peut retentir sur les activités. Parce qu'avec cette difficulté, cette altération de fonction, on peut ressentir, comme je vous le disais tout à l'heure, des limitations d'activité et ne pas arriver à faire comme tout le monde. Et vous voyez, je vous ai mis un petit document sur les activités. Qu'est-ce que c'est que les activités? Grosso modo, c'est l'orientation temporo-spatiale. Et vous voyez, c'est la première chose. Quand on ne sait pas s'orienter dans le temps et dans l'espace, eh bien, on a une énorme limitation d'activité. Et c'est très important parce que ça couvre aussi des handicaps très invisibles, comme par exemple les séquelles de trauma crânien, ou certaines déficiences intellectuelles légères avec une grosse difficulté d'orientation dans le temps et dans l'espace. Et puis il y a toute la communication, la parole, le langage et
la communication dans son entièreté, la relation aussi. Quand on est autiste, on a un problème avec la relation, même si on sait parler. Tout ce qui est mouvement, déplacement, etc. Tout ce qui est vie quotidienne, se laver, s'habiller, et tout ça. Et puis, tout ce qui est apprentissage. Et tout ça, ce sont des choses qui sont des limitations d'activité. Et c'est vraiment extrêmement important de retenir ça, parce que c'est ce qui va faire entrer une personne dans le champ du handicap. C'est la limitation d'activité. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, en conséquence, les restrictions de la participation à la vie en société, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la famille, le travail ou la formation, et puis les loisirs. Ça aboutit à une définition légale du handicap dans la loi du 11 février 2005, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Donc, pour être handicapé, il faut non seulement avoir un trouble de santé, non seulement avoir une altération de fonction, mais il faut que tout ça entraîne des limitations d'activité et ou des restrictions de participation. Et ça, c'est vraiment primordial. Et en plus, cette définition, elle a été travaillée, vous imaginez, par bien des gens et par le Comité technique national d'études et de recherche sur le handicap. Elle a été donc, chaque mot a été pesé. Donc, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, on a quand même réussi à faire revenir cette notion d'environnement, par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive. Évidemment, si vous vous cassez la jambe, vous êtes handicapé pendant un moment, mais généralement, ça ne dure pas. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Donc, on a fixé la durée à 1 an, puisqu'il fallait bien fixer des choses. Donc, quand ça dure plus d'1 an, eh bien, on peut entrer dans le champ du handicap. Et quels organes ces altérations peuvent toucher? Eh bien, ça peut être l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, tout le handicap moteur, sensoriel, tout ce qui est organes des sens, la cécité, les difficultés d'audition, mentale, avec toute la déficience intellectuelle, cognitive, avec tous les troubles cognitifs. Je vous parlais tout à l'heure des traumas crâniens, on peut aussi parler de tous les troubles 10, les troubles du neurodéveloppement là, qui sont bien embêtants pour les enfants, pour leurs apprentissages. Psychique, tout ce qui est maladie mentale, ce qu'on appelait autrefois des maladies. Il y avait la guerre totale entre savoir si l'autisme était une maladie ou un handicap. Eh bien, on peut dire qu'il y a des parties qui sont une maladie psychique et du moins une altération du fonctionnement psychique. Ce n'est pas forcément une maladie, il n'y a pas un virus. Et puis, il y a des choses qui sont donc des limitations d'activité et par là, ça fait entrer dans le champ du handicap. D'un polyhandicap, ça c'est pour aller le plus loin possible, je dirais, ou d'un trouble de santé invalidant, puisque quand on n'était pas vraiment dans un handicap bien fiché, on ne pouvait pas prétendre à toute la législation sur le handicap, et depuis la loi de 2005, eh bien, il n'y a pas de problème qu'on ait une maladie de l'intestin, une maladie cardio-pulmonaire, un cancer, ou autre maladie qui provoque des limitations d'activité durables ou définitives. À ce moment-là, on peut entrer dans le champ du handicap. Et cette loi, elle a été aussi très importante parce qu'elle a mis en œuvre 3 principes. Le principe de la non-discrimination, c'est ce que je vous avais dit. Tous les handicaps peuvent entrer dans ce champ. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle ou parce qu'on est sourd qu'on a plus de choses ou moins de choses, plus d'allocations ou autres. Non, à partir du moment où on a le même taux, on a les mêmes allocations. Il y a aussi le système de la compensation. Ces personnes, elles ont des limitations d'activité, elles ont des restrictions de participation, donc il faut les compenser pour leur permettre de prendre leur place dans la société. Et on peut compenser soit par des allocations, soit par des orientations en établissement, soit par du matériel, enfin il y a plein de choses, ou bien l'aide par des animaux, ou bien l'aide humaine aussi, ça fait partie de la compensation, et on a mis en place cette fameuse prestation de compensation du handicap, la PCH. Et puis, ce qu'on voit souvent, pas du tout dans la loi, mais qui occupe plus que la moitié de la loi, c'est l'accessibilité. Et on a des pentes par-ci, par-là, on supprime les escaliers ou on met des ascenseurs quand on peut, etc. Et tout ça, c'est l'accessibilité. Et il y a plus de la moitié de la loi qui est en fait sur l'accessibilité. Donc, je voulais vous brosser simplement cette petite chose pour vous faire comprendre de quelle personne je parle quand je parle du handicap. Et bien sûr,
On va surtout parler aujourd'hui de personnes déficientes intellectuelles, mais tout ce que je vais dire, ça concerne généralement toutes les formes de handicap. Je n'oublie pas le thème de la journée d'aujourd'hui, préserver la sécurité de la personne par la discrétion. Donc, le secret professionnel. Et donc, qu'est-ce que ça peut être tout ça? Il y a deux choses dans les textes. Et il faut être très bien au clair sur ces deux choses. On a un code civil en France qui parle du secret de la vie privée. C'est-à-dire que n'importe quelle personne a droit à son espace de vie privée. Qu'on soit handicapé ou pas d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Et ça se passe complètement hors du cadre professionnel. Si votre voisin raconte des méchancetés sur vous, vous avez le droit de vous plaindre et éventuellement d'être indemnisé parce qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Donc c'est toute atteinte à la vie privée. Et je vous mettrai tout à l'heure des petits cas cliniques pour vous expliquer un peu ce que c'est plus pratiquement. Et à côté de ça, il y a le secret professionnel. Et là, on entre dans ce qui atteint toutes les professions qui sont confrontées à des personnes malades ou handicapées. Donc c'est toujours dans le cadre professionnel et c'est pour préserver des informations secrètes ou à caractère personnel. Et donc, on va détailler tout ça parce que qu'est-ce que c'est qu'une information secrète? Alors, d'abord, l'atteinte à la vie privée. C'est l'article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée et on peut avoir des amendes si on ne respecte pas ça. La vie privée, c'est une liberté publique. On a la chance d'être dans un pays où on fait ce qu'on veut, en principe, dans le respect de la loi, évidemment. Mais on a droit à un espace de sécurité matérielle et psychique. Donc on ne doit pas, en principe, être harcelé, être accusé de choses à tort, etc. Mais il se trouve que certaines professions, elles ont accès à des données personnelles. Et donc, là, tout de suite, on entre dans le sujet professionnel. Donc, on a dû mettre des règles supplémentaires à celles du Code civil. Alors, le secret et la vie privée, c'est aussi une des choses qui est écrite dans les premiers articles de la loi de 2002 sur les établissements médico-sociaux, la loi sur l'action sociale. Il faut respecter la vie privée des personnes accueillies dans leurs établissements et de leurs familles. Et si je suis, par exemple, en CDES et que je vois qu'un enfant a des troubles du comportement parce qu'il a vu de ses yeux son père tuer sa mère, ben, je ne vais peut-être pas dire ça tout haut dans la commission, même si je l'ai dans mon certificat médical. Je vais dire qu'il a subi des violences intrafamiliales. C'est peut-être pas la peine d'aller faire pleurer tout le monde. De toute façon, on sait que les violences intrafamiliales, c'est rude et que ça peut entraîner des troubles du comportement, donc tout le monde comprend. C'est pas la peine de donner tous les détails. C'est pour vous dire que tout de suite, quand on donne une information, on ne donne pas forcément tous les détails, toute l'information. Il faut respecter aussi la vie privée des gens. Et donc c'est bien une obligation légale inscrite dans cette loi. Tout usager a droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et de son intimité et de ses croyances. Alors, pour vous donner un petit cas pratique, je vais en faire plusieurs au fur et à mesure, et peut-être que je vous solliciterai à certains moments d'ailleurs. Alors là, on va commencer doucement. Léa est une jeune polyhandicapée. Elle vit chez sa grand-mère paternelle, avec 2 week-ends par mois chez la maman. Donc les parents sont séparés. Ils sont même divorcés depuis quelques mois. Le papa est retourné habiter chez ses parents, justement. Et la maman, elle est femme de ménage dans un foyer de jeunes travailleurs. Et un jour, chez la coiffeuse, une éducatrice de l'IME où se trouve Léa surprend une conversation sur la maman qui serait déprimée parce qu'elle n'a pas eu la garde de son enfant. Et elle apprend également que cette maman est en ménage avec le chauffeur de taxi qui conduit sa fille à l'IME. Vous savez, chez la coiffeuse, on en entend de toutes les couleurs. L'éducatrice qui était chez la coiffeuse, le lendemain, elle va travailler à l'IME et elle rencontre le chauffeur de taxi. C'est logique, puisqu'il vient conduire l'enfant tous les jours à l'IME. Et donc, elle se dit, pour être gentille, je vais demander des nouvelles de la maman, puisqu'elle est déprimée. Et donc, elle demande au chauffeur de taxi des nouvelles de la dépression. Et alors là,
grosse colère, le chauffeur de taxi se fait et lui dit que si elle a envie de se mêler de ses affaires, ça va aller mal avec l'IME. Bah oui, le problème c'est l'atteinte à la vie privée. On ne sait jamais ce dont les gens ont besoin comme bulle autour d'eux et qu'est-ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la vie privée. Et donc, attention, attention. Mais là, il n'y avait pas de violation du secret professionnel parce que de toute façon, elle n'a pas appris ça dans son exercice professionnel. Elle a appris chez la coiffeuse, donc dans une conversation qui pouvait être aux oreilles de tout le monde. Simplement, ses oreilles à elle étaient particulièrement informées sur la petite. Donc vous voyez là, il n'y a pas de problème de secret professionnel. Mais il y a quand même une atteinte à la vie privée qui peut être... Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais ça peut être considéré comme une atteinte à la vie privée parce qu'on a dit quelque chose sur une personne. Donc maintenant, abordons la notion véritable de secret professionnel qui est couverte donc par l'article 226-13 du Code pénal. Donc là, on rigole plus. C'est pas seulement des amendes qu'on peut avoir, mais c'est aussi un emprisonnement si on viole le secret professionnel. Donc ici dans la salle, je suppose que nous sommes très nombreux à être concernés et que vous voyez, ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Bon d'accord, il faut avoir été fort, hein, mais quand même. Et vous voyez que cette petite phrase ne peut absolument pas être considérée comme une définition légale. Parce qu'on ne peut pas cadrer tout avec simplement cette petite phrase. Ou alors, il faut dire, bah, c'est tout. Quand je sais quelque chose, mutisme total, je ne parle à personne de ce que je sais. Vous imaginez comme c'est facile après de travailler. Mais, voilà, la révélation, c'est des sanctions. Et c'était un secret qui était intangible jusqu'en 2002, et auquel, en plus, il y avait quelques textes en plus, et en particulier un décret pour les médecins, qui est le code de déontologie, et qui en rajoutait encore 3 louches. Et il y avait ce fameux serment d'Hippocrate, que nous pouvons tout à fait prêter encore quand nous finissons nos études de médecine, et qui dit que toute information confiée, déduite ou comprise doit rester secrète. Donc tout ce que le médecin apprend, soit parce que les gens lui disent, soit parce qu'il a fait des examens qui l'ont montré, ou soit parce qu'il a compris au détour de la conversation, ça doit rester secret. Et ça, on a vécu comme ça jusqu'en 2002, où c'était donc tout à fait intangible, ce secret. Alors, il y avait des gens qui, quand même, se disaient « mais c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça ». Et en particulier à l'hôpital ou dans les établissements médico-sociaux, où on se disait « mais d'abord, ma secrétaire, elle sait ce qui se passe. Donc elle, comment on fait ? Elle n'a pas de code de déontologie, elle. Et elle n'a pas non plus de décret qui dit que les secrétaires médicales sont tenues au secret professionnel. Donc comment on a fait ? Ben, on a fait des lois. Et on a fait des lois qui ont qui disent plusieurs choses en même temps. Donc c'est la loi du 2 janvier, celle-là c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'action sociale, et la loi du 4 mars 2002 qui est appelée la loi Kouchner, parce que c'était quand M. Kouchner était ministre de la Santé. Et donc cette loi a complété ce que disait le Code pénal. Parce que qu'est-ce que disait le Code pénal ? Il précisait quand même des petites choses. Donc l'information secrète, ça, elle n'est pas précisée. Mais on disait que c'était les dépositaires d'informations secrètes par État. État, c'est les ministres de culte, point. Donc c'est toujours le fameux secret de la confession. Par profession. Et là, il y avait plusieurs professions qui étaient visées et qui ont eu chacune leur décret. Donc les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, mais aussi les avocats, les notaires, les banquiers. Parce qu'eux, ils ont des informations aussi sur les gens, des informations très, 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 très privées, surtout les banquiers, je dirais, ou les médecins, ou les avocats, ou les notaires. Ils ont tous des informations extrêmement... que les gens n'ont pas du tout envie de dire à n'importe qui. Et donc, par profession, on était tenu au secret professionnel. Donc, rien dire de ce qu'on sait. Ou bien en raison d'une fonction. Et on s'était bien aperçu que quand on était au sein d'une équipe médicale, ou quand il y avait un médecin généraliste qui envoyait quelqu'un à un médecin spécialiste, bah, s'il n'avait pas d'informations en retour, ça posait quand même un sacré problème. Alors, comment faire ? Bon, c'était très compliqué.
et en raison d'une mission. C'est tout ce qui est l'aide sociale à l'enfance, la protection de la jeunesse, la protection maternelle et infantile. Et tout ça, c'était donc des missions qui faisaient qu'on devenait concerné par le secret professionnel. Donc ça fait beaucoup de professionnels concernés, mais aujourd'hui, il y en a encore plus. Alors, on va essayer de chercher un peu quel type d'informations. Quand une personne est en établissement médico-social, on détient des informations sur sa vie privée, d'abord, qui deviennent secrètes quand on les connaît par le biais de l'établissement. Informations sur la vie privée, sur les revenus, sur l'appartenance religieuse, etc. Puis, bien sûr, des informations médicales contenues dans le dossier médical de la personne. Et puis, on a aussi les informations données par la personne sur elle-même, ou découvertes sur la personne. C'est-à-dire, par exemple, des confidences faites à un membre de l'équipe. Les veilleurs de nuit, par exemple. Quand il y a un enfant qui ne dort pas à l'internat, qu'est-ce qu'il fait cet enfant si le veilleur de nuit passe ? Le veilleur de nuit, il est gentil, et puis il demande pourquoi tu ne dors pas. Et puis, quelquefois, l'enfant, il craque. Et il dit ce qui se passe à la maison. Et voilà. Et ça, c'est très, très délicat. Ou bien alors, par des paroles de la famille, sur justement ce qui se passe à la maison. Une dame qui se fait battre par son mari, une grand-mère qui se fait battre par ses enfants, ou qui se fait enfermer par ses enfants, etc. Et qui a raison, qui a tort? Est-ce que vraiment cette grand-mère, elle est complètement incapable de se retrouver quand elle est sortie et que c'est pour ça qu'on l'enferme? Est-ce qu'elle est vraiment enfermée? Après tout, est-ce qu'on peut croire ce qu'elle dit? C'est comme les personnes déficientes intellectuelles. Est-ce qu'on peut croire ce qu'ils disent? Ça, c'est tout un problème. Et puis, il y a aussi les découvertes de traces de maltraitance sur les personnes. L'enfant qui va à la piscine et craque, boum, on tombe sur des bleus. Ça va pas. Ou l'enfant qui est hospitalisé et puis on s'aperçoit qu'il a non seulement une fracture du fémur, mais en plus des séquelles de fracture d'avant. Ça finit par faire beaucoup. Il n'a pas véritablement de maladie osseuse, donc qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Et alors, là, par qui est-il maltraité? Et là, c'est bien difficile parfois, donc il y a aussi des tas de difficultés à vaincre pour pouvoir résoudre ces questions. Mais en tout cas, le secret professionnel, on comprend tous, intuitivement, qu'il est très important dans ces cas-là. Quelle est la finalité du secret professionnel? Je pense que c'est une des questions qui sont vraiment fondamentales. L'idée, c'est que l'établissement médico-social ou les équipes de soins puissent être efficaces dans la réalisation de leur mission. S'il n'y a pas de confiance, les personnes ne peuvent pas être efficaces. Parce que la personne qui est accueillie ne pourra pas être bien là où elle est si elle n'a pas confiance. Mais pour qu'elle ait confiance, il faut qu'il y ait du secret. Il faut qu'elle sache qu'on ne va pas raconter tout ce qui se passe. Souvent, il n'y a pas de soins sans confidence, parce qu'on est bien obligé d'expliquer des choses. Et il n'y a pas de confidence sans confiance, évidemment. Et puis, il y a autre chose. Et là, il y a eu aussi un énorme travail avec cette loi Kouchner. Il n'y a pas de soins sans information. Et quand je dis information, je veux dire information de la personne elle-même. Et parfois, il n'y a pas d'information non plus sans partage entre les professionnels. Celui qui est dans un IME, qui a un bassin pour une petite piscine, quoi. Et puis, on décide que tous les enfants vont, par groupe, passer à la piscine. Sauf que le médecin, pas de partage du secret professionnel. Donc moi, je ne dis pas ce qui se passe pour ces enfants-là. Et justement, il y a un enfant épileptique et il fait une crise dans la piscine et il a failli mourir. Il aurait bien pu mourir si on ne l'avait pas vu juste à temps. Qui a une responsabilité là-dedans? Comment se fait-il qu'on envoie à la piscine un enfant sans prévenir qu'il est épileptique? Qu'on l'envoie à la piscine, ça ne pose pas de problème. Du moment qu'il y a quelqu'un qui le surveille, lui et pas les autres, mais juste lui en particulier, parce qu'un enfant épileptique, il peut toujours faire une crise. Donc, vous voyez, il y a vraiment des partages d'informations qui sont complètement nécessaires. Mais attention, la finalité du secret professionnel, c'est pas du tout
de protéger les professionnels, mais bien de protéger la personne. Et ça, c'est super important. Le secret professionnel, c'est pour la personne, c'est-à-dire pour assurer les soins à cette personne. Et c'est à ça que ça doit servir. Et pour l'assurer dans la confiance, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais par contre, dans la même loi du 4 mars 2002, il est bien écrit que la personne, elle doit être informée. Donc, la personne, l'usager, peut révéler à tout moment une information le concernant. Et là, il n'y a pas de question de secret professionnel. Il révèle les informations qu'il veut à qui il veut. C'est évidemment la confiance à l'intérieur d'un établissement. Mais lui-même, il a droit à l'information. Et en sa présence, le professionnel peut tout à fait révéler donc une information à une personne qui l'accompagne. Parce que si la personne, elle vient en consultation avec un éducateur, avec une infirmière, avec une aide-soignante, c'est qu'elle a confiance dans cette personne. Et elle va demander, alors souvent c'est tacite, elle va demander au médecin spécialiste, par exemple, de dire à la personne ce qu'elle ne comprend pas toujours dans les détails, c'est-à-dire de dire ce qu'elle a, ce qu'on va lui faire et comment ça va se passer pour elle. Et là, il n'y a pas de problème de secret professionnel. La personne est là, il y a le spécialiste, et la personne, par sa présence et par la présence de l'accompagnant, autorise le spécialiste, le médecin ou le kiné ou l'ergo, si c'est un kiné, un ergo, etc., à dire des choses et lui demande même de dire des choses à la personne qui va mieux comprendre les implications et qui pourra lui répéter, qui pourra éventuellement l'aider à se conformer au traitement, etc. Donc c'est très important, en présence d'une personne qui autorise le spécialiste à parler, eh bien, il n'y a pas d'histoire de secret professionnel, puisque la personne est présente. C'est au contraire une question de droit à l'information de la personne, et ce droit à l'information, il est écrit dans la loi. Donc, quelles que soient les conséquences que ça a eu dans la pratique médicale, parce que les médecins, ils ont été un peu rebelles avec cette loi du 4 mars 2002, ils n'ont pas trop aimé. Mais c'est très important de savoir que ça ne touche pas la personne. C'est pas du tout pour protéger le professionnel de je sais pas quoi. C'est pour bien que la personne soit en confiance, que tout ce qui est dit par elle, compris par les professionnels de santé, déduit, entendu ou observé, puisse être dans un climat de confiance et donc secret. Encore un petit cas clinique. Ivan est handicapé suite à une maladie génétique rare. Il est actuellement accueilli en foyer d'accueil médicalisé. Alors j'ai essayé de prendre des exemples qui se rattachent au cancer. Je ne suis pas cancérologue, je peux avoir fait quelques petites approximations médicales, je m'en excuse à l'avance, mais j'ai essayé de prendre des situations que j'avais déjà un petit peu connues. Donc elles ont quand même, peut-être pas dans leur exactitude médicale, mais dans ce qui se passe entre les personnes, c'est des situations qui sont vécues. Donc, il présente actuellement un cancer de la glande surrénale pour lequel il a été opéré récemment. L'infirmière de l'IME habite le même village que ses parents. Et elle les rencontre souvent chez les commerçants ou dans la rue. Un jour, elle croise la maman d'Ivan qui discute avec une amie et qui l'interpelle. Ah, madame machin, là, vous qui passez, je sais plus, là, vous savez, il a été opéré, Ivan, mais il a été opéré de quoi d'une glande, mais je sais plus, c'est pas les reins, c'est... Voilà. Et la maman insiste. Elle explique que... Elle a déjà expliqué tout le séjour à l'hôpital, comment ça s'est passé, dans tous les détails, etc. Et elle voudrait la précision qui lui manque. Alors l'infirmière, elle est très ennuyée, elle ne sait pas très bien quoi faire. Elle connaît la réponse, elle sait bien que c'est la glande surrénale. Elle travaille dans le FAM, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle ne doit pas le dire, pourquoi ?
parce qu'elle est tenue au secret professionnel. C'est ça que vous voulez dire. Alors, est-ce que des gens partagent pas cet avis? Oui, et dans la pratique, comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est lié à la dépression de la famille de pouvoir le dire? Ou est-ce que ça peut être lié à autre chose que je vous ai dit précédemment? Il a 25 ans. Il est sous tutelle de ses parents. Non. Oui, mais la mère, elle n'est pas médecin du tout. Et elle ne se rappelle plus, elle sait que c'est un truc comme le rein, un peu, mais elle ne sait plus. Et elle voit passer l'infirmière, elle se dit, bah elle saura. Mais je pense que... Alors, c'est vrai que normalement, c'est pas du tout le lieu pour en parler. On ne dit pas des choses comme ça dans la rue devant tout le monde. Ouais, mais la maman, elle a déjà tout expliqué à sa copine. En plus, c'est pas complètement un diagnostic. Et puis surtout, la maman est là. Alors, c'est pas la personne, c'est la tutrice. Donc, ça change un peu la donne parce que c'est le représentant légal de la personne. Et elle demande à l'infirmière de le dire. Ben, je pense que là, il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, en fait. Si jamais il y avait une attaque sur ce sujet, et si jamais l'infirmière dit bah, c'est la glande surrénale, point, terminé, c'est tout. C'est la seule information qu'elle donne. On lui a demandé le nom de la glande, elle donne le nom de la glande, c'est tout. Si elle dit ça et que par la suite, pour une raison X, elle se fait attaquer, et bien là, ce sera le rôle des avocats de prouver que d'abord, ce n'était pas dans un contexte de secret professionnel et que c'était la maman qui lui a demandé et qu'elle elle savait que la maman savait, mais que juste elle a trouvé plus son mot. Mais c'est vrai qu'on comprend tout à fait son ennui et qu'elle n'ait pas envie de répondre du tout pour ne pas violer le secret professionnel, effectivement, parce que là, c'est le cas limite. On ne peut pas vraiment savoir. Et c'est quelquefois très embêtant. Et puis, alors, moi, je vais faire un acte, j'allais dire, de contrition ou d'humilité. Qui, dans sa vie, ne s'est pas trouvé un peu en porte-à-faux? Et, par exemple, cette infirmière, elle est là, elle réfléchit, et puis elle se trouve complètement en porte-à-faux. Elle dit, bah, c'est la glande surrénale. Point, terminé. Et elle se dit, de toute façon, la glande surrénale, ces dames, elles ne vont pas comprendre, et puis elle ne sait pas ce que c'est, et puis ceci, et puis cela. Donc, bon, finalement, on ne sait pas. Là, ça dépendra des avocats, parce que les avocats, ils sont très, très forts. Alors, elle peut l'inviter à venir à l'IME pour en discuter, je suis tout à fait d'accord. C'est beaucoup mieux comme ça, évidemment. Mais c'est sûr que là, on lui demande une information parcellaire, juste dans une discussion qui était arrivée. Alors, je pense que normalement, il ne faudrait pas le dire. Mais qui n'a jamais fait d'erreur, là, elle peut répondre comme ça. Et je pense qu'elle n'a pas ouvert le dossier médical, elle n'a pas donné 36 précisions. C'est la maman qui a donné les précisions avant. Et l'infirmière, elle a tout bien entendu. Bon, ben voilà, c'est juste une précision anatomique. Bon, que ce soit le rein, la surrénale, la thyroïde, ou je ne sais pas quoi, il y a toujours une glande qui a été opérée. Bon, est-ce que c'est une violation du secret professionnel? Ça dépendra de l'avocat. Maintenant, je souhaite vraiment, parce que c'est vraiment très important, vous parler de l'information de la personne sur sa pathologie. Donc l'information par les professionnels de santé, bien sûr. Parce que dans cette fameuse loi du 4 mars 2002, il est bien écrit que la personne doit toujours être informée. Et que si elle a des difficultés pour comprendre, celui qui l'informe, le professionnel qui l'informe, doit prendre tout moyen adapté pour qu'elle puisse comprendre. Donc, c'est assez clair. Ça rend la vie difficile aux professionnels, parfois.
Mais c'est pour ça aussi que quand vous allez voir, par exemple, un stomatologue pour qu'il enlève les dents de sagesse de votre enfant, eh bien, vous devez signer une montagne de papier, que l'enfant, s'il a plus de 13 ans, doit signer également, et que vous devez avoir été informé de tous les risques. Je ne vous dis pas un enfant informé de tous les risques, comme quoi il peut mourir de l'anesthésie générale. Ça lui donne confiance tout de suite à l'opération, c'est bien, c'est génial. Mais si on n'a pas dit tout ça, eh bien, ça ne marche pas. Et ça, c'est l'information. Alors, c'est toujours le problème d'arriver à... Enfin, il y a toujours des caricatures possibles pour tout. Et donc, avec le secret professionnel, on marche sur des œufs en permanence, en fait. Parce qu'il y a toujours des interprétations et des difficultés. Les personnes majeures protégées, voilà, c'était la diapo suivante. Attention, qui doit avoir une autorisation d'opérer? Et ça, effectivement, ça fait référence au discernement de la personne. Mais vous m'accorderez que parfois, on a une difficulté par rapport au discernement de la personne. Mais voilà. Alors, je prends d'abord la curatelle. Dans la curatelle, la personne, elle reste maître de ses décisions en matière de santé. Donc, le curateur, il est là juste pour l'aider à gérer ses biens. Donc, son argent, son loyer, son électricité, etc. Tout ce qui concerne des questions financières ou de gestion. Mais c'est tout. Et par exemple, le curateur, il ne va pas gérer les dates de péremption dans le frigo. Il ne va pas gérer si la personne, elle fait des courses de façon inconsidérée. Il lui dira, bah non, cette semaine, je vous ai donné ça, je ne vous donne plus. Mais voilà. Par contre, en matière de santé, la personne, elle est totalement autonome. Et si elle veut désigner comme personne de confiance son meilleur ami qui, en fait, n'en veut qu'à ses sous, eh bien, elle peut. Mais voilà, tout ça, la personne qui a une curatelle, elle est comme tout le monde en matière de décision de santé. Et donc, elle doit être informée comme tout le monde. Sauf que, voilà, quelquefois, pour l'informer, il faut prendre des moyens, il faut lui parler simplement. Alors, on a parlé du FALC tout à l'heure. Effectivement, avec une personne déficiente intellectuelle, si on donne des documents écrits, il faut les adapter. On peut aussi préparer des choses en images, et ça se fait dans certains hôpitaux, dans certains endroits, et je pense qu'avec Oncodéfi, ça doit pouvoir se faire aussi. Les petits livrets dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est un peu ça. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens ce qui va leur arriver, ce qui va se passer, etc. Et c'est prodigieusement important d'avoir tous ces documents, parce que ça permet, et je pense que c'est bien que ce ne soit pas que les médecins qui fassent ça, parce que en fait, les médecins, ils ont leur médecine à faire, on n'a pas trop de médecins en France, donc laissons-leur faire la médecine et aidons-les pour ce qui ne ressort pas purement de la médecine. Et cette histoire de secret professionnel et d'information de la personne, bien sûr, ça ressort de la médecine, mais ça ressort aussi des personnes qui prennent en charge. On verra comment tout à l'heure. Alors, il y a la tutelle aux biens. Et on est dans le même cas. Si la tutelle, c'est bien précisé que c'est une tutelle pour les biens de la personne, eh bien, aucune autorisation ou communication de données de santé n'est recevable, puisque la tutelle ne concerne que les biens propres. Et alors, dans le cas de la tutelle à la personne, le tuteur peut signer une autorisation. Mais la personne doit être suffisamment informée pour donner aussi son accord, si la personne signe l'autorisation d'opération. Et en cas de désaccord entre le tuteur et la personne, eh bien là, c'est l'équipe médicale qui va choisir la décision. Et s'il y a vraiment un gros litige, eh bien là, on s'adresse au juge des tutelles. Et c'est lui qui, en définitive, tranchera. En définitive, dans combien de temps, etc. Donc, quelquefois, on a besoin de pouvoir opérer un peu plus vite que ça. Et c'est bien compliqué, donc voilà. Il faut se débrouiller et la décision reviendra à ce moment-là au médecin, à l'équipe médicale, parce que le médecin ne doit pas prendre sa décision tout seul, et tout ça, bien sûr, les discussions doivent être tracées dans le dossier, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Tout ça doit être tracé, surtout quand il y a une difficulté de compréhension.
même quand il n'y a pas de difficulté de compréhension. Les papiers que vous signez quand vous vous faites opérer, c'est justement pour tracer dans le dossier. Vous en avez un exemplaire et le médecin en garde un exemplaire. Donc c'est bien tracé. Un peu pour vous redonner les différences entre la curatelle et la tutelle, je parle de la tutelle aux personnes. L'accès au dossier dans la curatelle, c'est la personne handicapée elle-même. L'accès au dossier dans la tutelle, c'est à condition que la personne handicapée soit présente et d'accord. Donc, ce n'est pas un accès au dossier systématique du tuteur. Les décisions médicales dans la curatelle, c'est la personne elle-même, comme je vous l'ai dit. Les décisions, c'est après discussion et c'est la personne qui a généralement le dernier mot, sauf si le médecin estime que la décision est très importante et qu'il faut absolument faire ça. Et il y a un paragraphe spécial pour l'IVG ou la stérilisation. Dans le cas de la curatelle, c'est comme le reste, c'est la personne. Et dans le cas de la tutelle, là, on a recours systématiquement au juge des tutelles, surtout si la personne n'est pas d'accord. Je voulais vous parler du certificat médical de la MDPH, parce que c'est quand même très important. C'est une transmission d'informations. Il y a eu une loi qui s'appelle la loi Blanc, je ne sais pas, mais je crois que je l'ai mis à un autre endroit, qui est parue en 2011. Et le certificat médical, il fait partie du dossier MDPH. Donc, si je vous en parle là, c'est parce qu'une personne, fût-elle la plus handicapée, doit avoir communication, elle ou son représentant légal, si vraiment la personne est polyhandicapée, elle doit avoir communication de son dossier MDPH. Le dossier MDPH et le certificat médical pour la MDPH, ce n'est pas le médecin qui l'envoie à la MDPH parce que c'est secret. Pas du tout. On le donne à la personne. Et c'est la personne qui est propriétaire de ce dossier et de ce certificat. De même, elle est propriétaire des résultats de bilan psychologique, de bilan orthophonique, de bilan tout ce que vous voulez qui sont dans son dossier MDPH. Et normalement, elle doit en avoir copie. Et ça, c'est bien clair dans la loi. Et là, les avocats, ils sont très clairs aussi. Le dossier MDPH, il appartient à la personne. Et donc, autrefois, on avait le dossier MDPH cacheté, le certificat médical cacheté ou sous enveloppe cachetée, etc. Et maintenant, ce n'est pas du tout comme ça que ça doit être. Et en plus, toutes les personnes de la MDPH sont tenues au secret professionnel. Donc, que ce soit au moment de la réception du dossier, que ce soit au moment de l'instruction du dossier, que ce soit au moment de la prise de décision par rapport à un dossier ou même de la commission, tous ceux qui participent à l'examen d'un dossier sont absolument tenus au secret professionnel. Ce qui fait que quand on est en CDES ou en Cotorep, quand on est en CDAPH, maintenant c'est la CDAPH pour les enfants comme pour les adultes, quand on est en CDAPH et qu'on est membre d'une association, par exemple, puisqu'il y a des membres des associations, ou bien membre du conseil départemental, ou bien membre de l'éducation nationale, eh bien, on n'a pas à prendre des notes sur tel ou tel dossier pour les apporter au directeur de l'établissement qui accueille la personne. Ça, c'est une pratique qui viole le secret professionnel. Quand on est dans la commission, on a le droit d'avoir les informations qui sont dites, mais attention, le certificat médical, il n'est pas projeté devant tout le monde pendant la commission. Le certificat médical, il est lu par quelqu'un de la MDPH, et donc la personne est responsable de ce qu'elle dit. Et on n'est pas obligé, en tant que professionnel de santé, on n'a pas forcément à dire tout ce qu'il y a dans un dossier pour tous les membres de la commission. On doit dire juste ce qui va aider à prendre la décision. La décision qui est en cause le jour-là. C'est-à-dire soit une décision d'orientation, soit une décision d'allocation. Donc pourquoi cette personne elle a un taux de 80% ? Là, il faut le dire. Mais il ne faut pas dire c'est à cause de son épilepsie avec sa déficience intellectuelle et sa maladie de machin truc bidule. Il faut dire, normalement, on doit dire, elle a des limitations d'activité qui sont tellement intenses qu'elle ne peut pas, pour un enfant, aller à l'école, pour une personne adulte, travailler. Donc, elle relève d'un taux de
50 ou 80%, et à ce moment-là, on doit lui donner la EH ou la AH. Mais le but n'est pas de dévoiler tout à tout le monde. Et à aucun moment, le but des partages d'informations n'est de dévoiler tout à tout le monde. On est chacun responsable de ce qu'on dit à d'autres professionnels de santé. Et donc chacun est responsable en fonction de son décret de compétence. On y reviendra de toute façon. Et donc, ce que je voulais dire aussi, parce que j'ai quand même travaillé suffisamment dans les MDPH pour voir ce qui se passe, c'est que, attention, évitez de séparer le certificat médical et le reste du dossier. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait des confusions et des retards surtout. Parce qu'on ne va pas arriver à remettre les deux ensemble, peut-être. Normalement, on doit y arriver, mais quelquefois, les dossiers peuvent se perdre. Alors, encore un petit exemple. Donc, notre monsieur Jacques, qui a 37 ans, il habite tout seul, lui. Donc, il y a quand même il y a une petite déficience, mais elle n'est pas très importante. Néanmoins, il reçoit l'aide d'un SAMSA, parce qu'il en a besoin, et il reçoit l'aide de professionnels de santé. Et il a fait un cursus scolaire à peu près complet, mais sans diplôme à la fin. Et puis, le SAMSA qui le suit s'inquiète, car il est fatigué depuis quelques mois et se plaint de douleurs mal systématisées dans le ventre. L'éducateur lui propose d'aller voir son médecin traitant. Le médecin traitant l'envoie faire une échographie abdominale qui sera suivie d'un scanner, mais le médecin ne lui a rien dit des résultats. Et Jacques s'inquiète, parce qu'il a fait des examens et il ne sait toujours pas ce qu'il a. Mais il n'est toujours pas soigné non plus. Donc, l'éducateur qui le suit téléphone au médecin traitant, qui refuse de lui parler. À juste titre, on est bien d'accord. Surtout au téléphone. L'infirmière qui est passée pour faire la prise de sang, puisqu'il y a eu aussi une prise de sang, et l'infirmière qui est passée, insiste auprès de Jacques pour qu'il demande au spécialiste, lors de la consultation prévue, ce qu'il a et ce qu'on va lui faire. Parce que cette infirmière, elle s'est dit, mais il a le droit de savoir quand même. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le spécialiste lui a fait signer des tas de papiers, comme tout le monde, pour dire qu'il va l'opérer. Alors il a signé, hein. De toute façon, il faut bien qu'on le soigne. Et s'il ne signe pas, on ne va pas le soigner. Donc, il signe. Mais en fait, il ne sait pas lire. Il sait juste écrire son nom. Donc, il n'a rien compris. Il ne sait pas. Donc, qui devait faire quoi? On a un éducateur, une infirmière, un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Toute la gamme. Alors, je pense que vous avez raison. Ce serait mieux qu'il aille chez le médecin en étant accompagné. Parce que ce serait déjà une façon aussi de passer à côté du secret professionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis accompagnée par mon éducateur parce que je souhaite que vous lui expliquiez. Lui, il va comprendre et il va m'expliquer après. Avec toutes les imprécisions qui peuvent être celles d'un éducateur qui n'est pas médecin. Ensuite. Il manque peut-être la question du tiers digne de confiance, parce que c'est pas obligé d'être un éducateur ou un infirmier qui vient prendre l'information auprès du médecin pour... Absolument. Jacques. Absolument. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en plus, quand on va à l'hôpital, normalement, on a un tiers digne de confiance, sauf quand on est sous tutelle. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc là, on est dans le cadre d'un SAMSA, donc les rôles et les fonctions de chacun peuvent être très répartis. Donc effectivement, nous, on travaille dans un SAVS, là, toute la bande là, de la ligne. Donc nous, en SAVS, on n'a pas d'infirmière. Donc effectivement, nous faisons de l'accompagnement à la santé. Donc nous accompagnons les personnes auprès des spécialistes, généralistes, etc. pour pouvoir retranscrire, si la personne en a besoin, ce qui s'est dit, voire lui lire les documents avant qu'il les signe. Donc nous avons ce rôle en SAVS où il n'y a pas d'infirmière. Je sais que dans les SAMSA, c'est plus confié aux infirmières. Voilà. Oui, parce que ce sera un peu plus médicalisé que quand c'est vous qui n'avez pas une profession médicale. Complètement. Mais nous, on reste bien dans l'acte de l'accompagnement à la santé et pas dans la coordination médicale. On est très au clair avec ça. Hein, mais on est vraiment dans la prévention et l'accès à la santé des personnes et à l'information. Et bien entendu,
par rapport à toutes les informations que vous apprenez sur la personne, vous êtes évidemment tenu au secret professionnel. Et ça, c'est de tout temps. On vous a confié une mission par le biais du SAVS ou du SAMSA, là, dans mon exemple. Et donc, forcément, vous êtes tenu au secret professionnel à cause de cette mission. Mais vous pouvez accompagner la personne parce que ça fait partie aussi de vos missions d'accompagner les personnes. C'est ce qu'on vous demande en tant que service. Donc après, ça se répartit différemment sur les différents membres du service, hein, bien sûr. Et quand il y a un SAMSA avec une infirmière, on peut s'imaginer que c'est l'infirmière qui va peut-être expliquer les choses de santé, mais ce n'est pas toujours l'infirmière qui va accompagner la personne chez le médecin. Donc voilà. En tout cas, si la personne est accompagnée par quelqu'un, le médecin ne peut pas dire « je ne peux pas parler parce que vous êtes là ». Parce que puisque vous venez avec la personne, la confiance est réputée acquise. Même si la personne n'a pas signé le papier « personne de confiance ». Donc, c'est toujours très précis, mais si la personne... C'est pareil, quand on fait une réunion à l'école, par exemple, pour des enfants dyslexiques, avec des choses compliquées un peu, et que l'orthophoniste, elle vient à la réunion. La maman est présente. L'enfant, pas toujours, mais bon, la maman est là. Et elle est représentant légal de son enfant, bien sûr. Et la maman dit, écoutez, je vais demander à l'orthophoniste de vous expliquer ce qu'il a à mon enfant, parce que moi, je ne sais pas l'expliquer. À ce moment-là, l'orthophoniste, elle est tout à fait dans son droit quand elle explique ce qu'elle a vu. Mais, évidemment, elle ne doit expliquer que ce qui est accessible aux personnes qui sont là et nécessaire surtout au projet de l'enfant. Donc, par exemple, elle va dire, avec tel ou tel aménagement pédagogique, ça aiderait cet enfant. Ça, c'est une explication qui est digne de... Enfin, qui ne viole pas du tout le secret professionnel, en aucun cas, puisque la maman est là et c'est elle qui l'a demandé. Et qui permet aux personnes présentes dans la réunion de mieux s'occuper de cet enfant. Même si ces personnes-là ne font pas partie d'une équipe médico-sociale, puisque l'enfant est dans une classe ordinaire, donc l'enseignant ne fait pas partie d'une équipe médico-sociale. Mais on peut aussi, et c'est dans la loi que je vous détaillerai tout à l'heure, de 2016, parce que vous voyez, c'est quand même très récent, hein. Depuis 2016 seulement, on a considéré qu'une équipe médico-sociale, comme un SAMSA, un SAVS, ou un FAM, une MAS, etc., c'est une équipe et que le partage d'informations médicales est tout à fait normal dans cette équipe, sous certaines conditions que je vais vous détailler, bien sûr. Donc, qui devait faire quoi ? Ça dépend de l'organisation qui est trouvée, mais en tout cas, le professionnel de santé peut parler à la personne qui est avec la personne handicapée, au professionnel qui est avec la personne handicapée, d'une part. L'infirmière peut parler avec le médecin traitant et même quelquefois elle peut parler en l'absence de la personne si la personne a donné son autorisation. Oui, vous pouvez téléphoner à mon médecin traitant, ce sera plus simple, effectivement, vous vous entendrez, etc. Et à condition que, en cas de nécessité, les papiers que la personne signe sont expliqués à la personne. Et là, ça c'est de la responsabilité à la fois du médecin et du service que d'expliquer. Alors, c'est peut-être pas le médecin spécialiste qui va être le mieux placé pour expliquer, mais il va être bien placé pour expliquer certaines choses, et l'éducateur ou l'infirmière du service va être bien placé pour expliquer d'autres choses et pour reprendre les explications, parce que, enfin, vous avez tous été déjà chez un spécialiste, on a 3 secondes chrono pour poser toutes nos questions. Si on ne les a pas écrites à l'avance, on est sûr d'en oublier. Et donc, c'est pareil avec les personnes handicapées, puisqu'elles n'ont pas écrit leurs questions à l'avance, etc. Donc, voilà. Et là, on va continuer sur la transmission d'informations. Parce que du coup, puisque le secret professionnel n'est plus intangible, comment on peut partager des informations ? Parce que ça, c'est extrêmement important de partager des informations. Alors, il y a d'abord des exceptions qui ont été assez anciennes. Le partage dans les documents médico-administratifs, par exemple. Vous savez, la demande de 100%. Le médecin, il l'envoie par informatique à la caisse, et dessus, il y a un diagnostic. Et c'est du partage qui a été autorisé depuis bien longtemps,
par une loi, un décret, je ne sais plus lequel. Dans les certificats de décès, c'est pareil. Alors, ce n'est pas de la transmission à tout le monde, mais parce qu'il y a plusieurs papiers, il y a une copie, etc. Mais bon, voilà. Alors, avec l'informatique, c'est plus compliqué. Et là, il faut une messagerie sécurisée, j'en reparlerai. Et puis, je vous ai parlé depuis le début de l'article 226-13 du Code pénal, qui nous dit le secret professionnel, c'est absolu. Mais derrière, il y a l'article 226-14. En cas de suspicion de privation ou de sévices envers un mineur ou une personne vulnérable, violence physique, sexuelle ou psychologique, eh bien, on a l'autorisation de parler. Voire même l'obligation, sinon, on pourrait être condamné pour non-assistance à personne en danger. Et ça, la non-assistance à personne en danger, c'est l'article 223-6 du même code pénal. Donc on est tout le temps entre des articles de loi et on est tout le temps soumis à la réflexion sur l'importance de la transmission et sur l'importance de tel ou tel élément à transmettre. Et c'est ça qui est difficile, c'est que rien n'est jamais complètement simple et il faut faire intervenir notre réflexion et il faut faire référence à notre éthique et c'est absolument indispensable. Et en 2007, on a eu une loi spécifique pour la protection de l'enfance qui a donc déjà donné à toutes les équipes qui s'occupent d'enfants l'autorisation de partager, sous certaines conditions toujours, des informations, y compris médicales. Donc, vous voyez, il y a la loi de 2002, il y a la loi de 2007, et puis il y avait une première... la loi de 2002, elle concernait le partage d'informations aussi dans les équipes hospitalières. Mais c'était bien marqué. Équipe hospitalière. C'est-à-dire que la secrétaire médicale, elle est tenue au secret professionnel parce que c'est elle qui tape le courrier, de la même façon que les aides-soignantes, que les infirmières et que les médecins dans un hôpital. Et ils peuvent partager des informations parce que de toute façon, c'est complètement nécessaire. Si l'infirmière se met à ne pas dire au médecin que l'enfant a de la fièvre ou que la personne a de la fièvre, où va-t-on? Donc, c'est nécessaire de partager des informations secrètes, puisque les informations à caractère médical font partie vraiment des informations secrètes. Cette loi du 5 mars 2007 pour la protection de l'enfance, c'est toujours le partage, strictement limité à ce qui est nécessaire à la mission, et les parents doivent être mis au courant, sauf si intérêt contraire de l'enfant. Donc là, je suppose que dans l'exemple que je vous ai donné avec l'école, ils ont estimé que intérêt contraire de l'enfant, on n'a pas dit aux parents, et on les a mis devant le fait accompli. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la loi Blanc pour la MDPH. C'est donc de 28 juillet 2011. Et c'est cet article 9 de la loi qui crée une exception à l'article 226-13 du Code pénal, transmission des informations nécessaires à l'évaluation de la situation ou à l'élaboration du projet. C'est toujours la même chose. Vous allez dire que je radote, ce n'est pas la vieillesse, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que les informations. Donc, ce n'est pas le dossier passe de main en main, ce n'est pas du tout ça. C'est chaque professionnel concerné par chaque document transmet les informations qu'il choisit de transmettre. Et dans une réunion d'équipe au sein d'un établissement, c'est la même chose. Chaque professionnel va choisir ce qu'il choisit de transmettre aux autres professionnels pour une bonne prise, pour un bon accompagnement de l'enfant ou de l'adulte. Et en plus, toutes les personnes de la MDPH sont tenues au secret professionnel et le partage d'informations reste interne au dossier. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui regarde n'importe quel dossier, même à l'intérieur de la MDPH. C'est quand je suis, moi, concernée par un dossier, je regarde, je fais mon travail. Si ce n'est pas un dossier que je dois traiter, je n'ai pas à le regarder, sauf si on m'interpelle. Quelqu'un m'interpelle valablement dans les règles de la loi au sujet de ce dossier, mais sinon, je n'ai pas à fouiller les dossiers. Il faut faire attention parce qu'on ne va pas chercher le dossier de telle ou telle personne pour fouiller, pour voir ce qui se passe. Et dans les MDPH, d'ailleurs, quand on a des dossiers pour le personnel de la MDPH, ils sont traités par une personne et ils sont soumis au secret, ils ne sont pas diffusés sur l'informatique, etc. Mais ça, c'est pour prendre des précautions quand même. Mais donc tout le monde est soumis au secret professionnel dans la MDPH, y compris dans les commissions. Les gens qui participent aux commissions sont eux aussi soumis au secret. Alors voilà maintenant notre loi du 26 janvier 2016 qui a été
au journal officiel un peu plus tard, ça doit être le 2 février ou quelque chose comme ça. Et il y a la notion d'équipe soignante, qui avait été dans la loi du 4 mars 2002 pour l'hôpital, et qui là, explicitement, a dit que tous les établissements sociaux ou médico-sociaux sont considérés comme une équipe soignante, y compris les éventuels libéraux ou personnels de santé extérieurs qui participent à la prise en charge d'une personne, à l'accompagnement d'une personne. Donc, tous ceux qui sont chargés de l'accompagnement d'une personne peuvent partager des informations. Mais là encore, ça ne veut pas dire que tout le monde a accès au dossier médical de la personne. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'en réunion d'équipe, tout le monde peut partager les informations qu'il a sur cette personne pour aboutir à un projet cohérent et adapté à la santé de la personne. En fait, les informations partagées, c'est pour faciliter le partenariat, le travail en réseau. Donc, il y a des règles pour savoir ce qu'on partage, avec qui et comment. Alors, petit cas clinique encore. Anna est une personne probablement autiste, pas diagnostiquée, elle a 45 ans. Et déficiente intellectuelle, ça a été vu depuis longtemps. Qui réside en Femme, en Loire-Atlantique, je précise, depuis 15 ans. Après un essai de travail en ESAT qui a duré 3 ans, mais qui ne s'est jamais soldé par une réussite. Et donc, finalement, elle est en Femme et ça va mieux. Alors, de temps en temps, elle s'enferme dans le mutisme quand elle stresse ou qu'elle déprime. Mais elle est toujours contente au foyer, elle est bien, elle a des activités, elle a des amis, elle a une routine quotidienne aussi dont elle a besoin. Une fois par semaine, elle est aidée pour la douche. Et voilà, justement, elle a eu des réactions d'évitement au moment de la douche, avec la serviette, etc., au niveau de la poitrine. Sauf qu'elle parle très peu. Et quand ça ne va pas, elle parle encore moins. Donc, elle n'a rien dit. Donc, la personne qui donne la douche, elle s'est dit, elle doit avoir mal. Elle en a parlé au médecin. Le médecin du foyer, qui passe une fois tous les 36 du mois, mais c'est pas grave, on lui en a parlé. Quand je dis une fois tous les 36 du mois, j'exagère, mais c'est pas du tout une critique du médecin. Hein. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes et qu'il n'y a personne pour les pourvoir. Donc, effectivement, le médecin a senti une tuméfaction. On a fait une mammographie, après bien des difficultés, et voilà, il y a une tumeur, donc il faut opérer et traiter par chimiothérapie. Bon, ça c'est inventé complètement, mais bon. Le spécialiste a tenté d'expliquer la situation à Anna, mais vous imaginez, déficiente intellectuelle, mutique, etc. Il voit bien qu'elle ne comprend pas. Les parents, ils habitent loin, ils sont écrasés par le truc, ils n'arrivent pas à aider leur fille. Donc, l'infirmière du foyer propose de solliciter le service handisoins de Nantes, puisqu'à Nantes, on a un service handisoins, qui est là justement pour faire le lien entre les établissements et l'hôpital. Et de réaliser avec l'éducatrice référente soit des simulations, une visite, des explications, et tout ça, bien sûr, suppose qu'on explique à l'éducatrice référente un petit peu la question. Qu'on expose aussi ce qui va arriver, le diagnostic un peu, la raison, pourquoi on fait ça, les objectifs, les risques et les inconvénients, pour qu'elle puisse... C'est très bien fait dans votre livret, on codifie, c'est vraiment très très bien. Et donc, les personnels du FAM et de l'hôpital peuvent-ils partager tout sur ce sujet? Le cas d'Anna, qui est exposé là, oui. Plus chaque cas qu'on pourra chacun apporter, montre bien que chaque cas est un cas particulier et qu'il ne faut pas s'abriter derrière un secret professionnel à interprétation, on va dire, variable. On est vraiment dans la recherche d'abord de l'intérêt supérieur de la personne, d'abord. Il ne faut pas que le secret professionnel soit divulgué de façon stupide, oui, mais au regard justement de l'intérêt supérieur de la personne, d'abord. Et ensuite, il ne faut pas non plus, en sens inverse, que ce soit un alibi pour ne rien faire. Alors moi, voilà. en tant que parent d'un adulte en situation de handicap mental profond, en tant que responsable d'association, où j'ai donc mon exemple personnel, plus combien d'autres exemples qui m'ont été servis par tous les directeurs de notre association. Je peux vous en donner autant que vous en voudrez. Il n'y a pas de règle, sinon le bon sens
et l'intérêt supérieur de la personne. Voilà, l'intérêt supérieur de la personne doit nous dicter notre conduite à tout moment. Et c'est ce que je voulais dire au départ. D'abord, le secret professionnel, c'est une garantie pour les personnes qu'on ne révèle pas n'importe quoi sur n'importe qui. C'est ça la garantie du secret professionnel. Et ça ne doit être en aucun cas un alibi pour les professionnels, ni un alibi pour ne rien faire, ni un alibi pour ne rien dire, ni un alibi pour prendre le pourvoir sur la personne. Et là, je mesure mes mots. Alors, partager avec qui ? Dans l'établissement, on partage en équipe, soit dans des réunions, première chose importante. Attention au partage d'informations dans les relais entre les équipes, parce que quelquefois, j'ai vu des relais entre les équipes qui se font pendant le petit déjeuner, par exemple, ou bien, et où il y a un certain nombre d'oreilles qui traînent. Et ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc jamais dans les couloirs, jamais devant d'autres enfants. On ne se voit pas entre deux portes pour partager des informations médicales. On se voit dans un bureau où la porte est fermée, si on doit partager. Alors, à l'extérieur, c'est possible quand même, depuis la loi de janvier 2016, c'est possible si les personnels sont soit appartenant à l'établissement, en urgence, par exemple dans les hospitalisations, et là, il faut partager des informations quelquefois par écrit, et c'est nécessaire de partager des informations et de les partager suffisamment, et en préparation du passage dans d'autres structures, par exemple entre l'IME et les structures pour adultes. Alors là, je pense qu'on peut se garantir en utilisant des réunions où les parents sont présents et en utilisant l'accompagnement qu'on peut faire des familles dans les autres établissements. Et il y a aussi un autre moment où c'est possible, c'est dans les partages d'emploi du temps. Il y a des enfants, par exemple, qui sont à l'école et en IME. Il y a des personnes qui peuvent être à l'hôpital psychiatrique et en femmes. Et là, il faut aussi un partage d'informations entre les deux structures. Donc, il faut faire ces partages d'informations. Je pense que c'est une bonne chose pour les gens. Mais par contre, voilà, il faut partager les informations qui sont nécessaires à la poursuite du parcours de santé. Et vous voyez, c'est tellement important qu'il y a un décret qui a suivi la loi de 2016. Il y a plein de décrets qui ont suivi la loi de 2016. Si vous reprenez la loi sur Légifrance, vous trouverez tous les décrets. Je vous en ai mis quelques-uns. Donc le 20 juillet 2016, forcément les décrets viennent toujours un peu après. Donc le 20 juillet 2016, nécessaire à la poursuite du parcours de santé. Mais c'est aussi nécessaire à la construction et à la mise en œuvre du projet personnalisé. Et ça, c'est aussi partout. Attention, les informations dépendent du rôle. C'est sûr qu'au cuisinier, vous n'allez pas lui dire la même chose qu'à l'infirmière. C'est normal. Ils n'ont pas la même chose à faire. Le cuisinier doit préparer la cuisine, il doit faire suivre un régime éventuellement, mais il n'y a pas à savoir tous les détails de tout le traitement médical. Et puis de toute façon, il n'en aurait rien à faire. Et il faut toujours respecter la discrétion également. Ce n'est pas la peine de faire de la retape sur le partage d'informations. Et la personne doit toujours être associée. Alors ça, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, c'est possible, comme je vous le disais, en disant que les personnes, dans le contrat de séjour, ça doit être marqué qu'il y a un partage d'informations. Avec cette loi-là, c'est nécessaire. Parce qu'il faut faire connaître la loi. Nul n'est censé l'ignorer, mais quand on la fait connaître, c'est encore mieux. Et si on favorise le partage, on favorise l'attention aux besoins de la personne, à ses attentes également, et donc on favorise aussi son autonomie, son autodétermination. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Alors, un autre petit cas, Mohamed, 47 ans, déficient intellectuel léger, c'est quelquefois très difficile avec eux. Sans diplôme, pareil, il vit en autonomie depuis qu'il a 28 ans. Donc ça fait un bail. Ses parents sont décédés depuis plusieurs années, donc pas de recours du côté de la famille. Depuis, il est suivi par un SAMSA et il est aidé pour gérer son budget, remplissage du frigo, quelquefois l'accompagner à des activités. Il a des activités personnelles, il participe aussi à un club de création de vidéos, surtout musicales. Il adore le rap, il est super fort là-dedans et donc il se fait filmer par les copains, c'est génial, etc.
Depuis quelque temps, il souffre de douleurs mal systématisées au niveau du bas-ventre, il va aux toilettes trop souvent et il ne réussit pas toujours à uriner de façon satisfaisante. Il a 47 ans, c'est un homme, que pourrait-il bien avoir? Son médecin traitant lui prescrit une prise de sang qui montre des PSA élevés, PSA marqueur du cancer de la prostate. Une échographie confirme que la prostate présente un problème. Il va y avoir une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire à l'hôpital, après un bilan complet. Alors, comment expliquer et partager tout cela pour que Mohamed adhère le plus possible au traitement, qui est quand même pas toujours très drôle? L'éducateur référent peut-il participer à la RCP? Qui va donner les explications à Mohamed? Bon, les réponses, vous les avez déjà eues par tout ce qu'on a dit. Je pense que ça ne vous pose pas vraiment de problème, mais c'est pour montrer à quel point c'est important. Ce garçon, si on lui réexplique pas plusieurs fois, etc., et il ne va pas aller chez son médecin toutes les semaines pour qu'il lui réexplique toutes les semaines. Le médecin il a autre chose à faire, il doit le soigner d'abord. Et le spécialiste, c'est encore plus. Et la RCP, ben là, la RCP, il faut gérer. Qui partage le secret professionnel, c'est à voir. Peut-être il faut inventer des choses, mais je pense qu'il y a des informations qui peuvent être partagées et qui peut-être doivent être partagées pour qu'ils puissent adhérer au traitement et éventuellement être guéris. C'est quand même important. Alors, partager comment? Ben voilà, il y a plein de supports. Alors, il y a toutes les fiches de liaison possibles et imaginables en cas d'urgence. Il y a les lettres de liaison et d'entrée et de sortie de l'hôpital. Et maintenant, c'est obligatoire que la personne ressorte de l'hôpital avec une lettre. Donc, après, c'est la personne qui décide à qui elle donne cette lettre. Mais c'est une lettre qui appartient à la personne. Ce n'est pas une lettre secrète pour le médecin traitant. Et puis, il y a tous les supports qu'on peut imaginer, en particulier quand il y a des gens qui ne parlent pas et qui ont besoin de beaucoup de choses, par exemple les personnes polyhandicapées, avec les sets de table pour savoir comment on les installe à table, avec tous les autres supports pratiques pour comment on les installe dans le lit, comment on fait pour la douche, etc. etc. Donc, ce sont des informations qui ne sont pas secrètes en apparence, mais quand même qui sont très importantes. Une personne qui a des douleurs neuropathiques, une personne polyhandicapée qui a des douleurs neuropathiques, il ne faut pas la laver avec douceur, etc. Il faut faire ça en 5 minutes, en frottant et en se débarrassant de la chose le plus vite possible, parce que sinon, on le fait souffrir pendant plus longtemps. Eh bien, si on ne transmet pas quelque chose de ça aux personnes qui font la toilette, et qu'elles veulent être gentilles et qu'elles vont y aller tout doucement, etc., la toilette va durer une demi-heure, pendant laquelle la personne va être malheureuse pendant une demi-heure. Donc, c'est des informations médicales. Oui, mais d'accord. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une douleur neuropathique? Non, bien sûr. Quand on arrive dans un établissement, on ne le sait pas. Mais peut-être que c'est la responsabilité du médecin de l'expliquer à la fois à la personne, mais aussi aux soignants ou aux équipes éducatives, parce que c'est important. Donc, si possible, toujours dans un cadre formel et toujours associer la personne au partage d'informations. Même une personne polyhandicapée, on peut lui expliquer que oui, désormais, on va faire sa toilette autrement parce qu'on sait qu'elle a mal. Ça, elle peut comprendre. Elle ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle comprend rien. Alors, elle ne comprend pas comme vous et moi, sans aucun doute. Elle ne va pas passer le bac. Mais elle peut comprendre des choses. Et si on lui explique qu'on sait que ça lui fera moins mal si on se dépêche de faire la toilette, bah peut-être qu'elle sera quand même contente qu'on lui se dépêche de faire sa toilette. Alors qu'il y en a d'autres qui, au contraire, pour qui la toilette, c'est un moment de relaxation, de détente. Et là, quelquefois, on fait un bain exprès pour... Bon, ben voilà, c'est pas la même chose, mais là, il y a des informations à faire passer. Donc, toujours travailler sur l'information de la personne. Et puis, très important aussi, évidemment, attention à la violation du secret par mail. Et ça, alors là, on le voit tout le temps. Transmission de coordonnées complètes avec diagnostic en vue d'un symposium. Alors, pour le symposium du vendredi 10 décembre, je voudrais aborder le cas de la petite Catherine Tartampion, qui présente ceci, cela et autre chose, pour savoir si je dois modifier le traitement anti-épileptique. Et on envoie tout ça par mail. Il y a 45 personnes qui l'ont reçu, puisqu'il y a 45 personnes invitées au symposium. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Non,
ça ne va pas. On écrit un mail à la secrétaire et on dit, voilà, je voudrais aborder le cas de telle personne. Et puis c'est tout. Donc pas des transmissions absolument folles. Transmission de liste de dossiers nominatifs avec la date de naissance, donc nom, prénom, date de naissance, pour faire une transmission dans le cadre d'une étude sur les dossiers de telle pathologie génétique, par exemple. Ben là, c'est pareil, transmission par mail avec nom, prénom, date de naissance, ok, à condition que vous ayez une messagerie sécurisée. Hein. Sinon, ben, vous prenez un papier et vous le portez à votre collègue. Ça paraît pas, mais c'est important. Et on est tous obligés de faire tout le temps attention. Et c'est ça qui est difficile. Ou échange de listes de dossiers dans le cadre d'une recherche multicentrique. Ben là aussi, c'est pareil. Les messageries sécurisées, c'est pas fait pour les chiens. Il y en a plein maintenant. Donc attention, attention. La transmission par mail, on voit des choses abominables. Voilà, en conclusion, information de la personne, toujours, ça c'est avec des supports adaptés et en s'appuyant sur les aidants naturels de la personne. Transmission à l'intérieur d'une équipe soignante, mais qui peut être donc l'équipe d'un établissement médico-social qui est considéré maintenant, depuis janvier 2016, comme une équipe soignante. Chaque professionnel est et reste toujours responsable de ce qu'il partage. Ça, c'est la règle. On peut vous accuser d'avoir trop partagé, mais on peut aussi vous accuser de ne pas avoir assez partagé. Il faut respecter les formes et la confidentialité. Ce n'est pas en mangeant le repas avec tout le monde qu'on transmet des informations. Et ça ne veut jamais dire accès généralisé de tout le monde au dossier. Jamais. Ce n'est pas du tout ça le partage d'informations. On ne va pas chercher chacun dans le dossier ce qu'on veut y trouver. Et c'est toujours un exercice d'équilibriste. Je suis désolée, mais ça, on ne peut pas l'enlever. Donc voilà.